Bonjour, je vous propose une vidéo intitulée Évidence en finance. Le but de cette vidéo, c'est de revenir d'une part sur une formule à laquelle on ne pense pas nécessairement, et d'autre part de revenir sur une autre formule que l'on utilise sans trop savoir d'où elle vient. Alors on va commencer par parler d'une autre façon de calculer le coût moyen pondéré du capital, et ensuite on se focalisera sur la valeur d'un actif. Commençons par le CMPC, le coût moyen pondéré du capital. Alors, par définition, le coût moyen pondéré du capital grand K, c'est la moyenne du coût des capitaux propres petit k et du coût de la dette après impôt I facteur de 1 moins taux, respectivement pondérés par le poids des capitaux propres et le poids de la dette dans le financement de l'entreprise. Alors, si on utilise le coût moyen pondéré du capital comme taux d'actualisation de free cash flow futur, on doit garder à l'esprit que les capitaux propres que l'on retient sont des capitaux propres en valeur économique. Par conséquent, la valeur économique des capitaux propres plus la dette peut être considérée comme étant la valeur d'entreprise. Donc grand K est égal à petit k CP sur VE plus I facteur de 1 moins taux fois D sur VE. Alors, on peut évidemment tout mettre au même dénominateur. On a donc K fois CP plus I à moins taux fois D, le tout sur la valeur d'entreprise. Petit k, c'est le coût des capitaux propres. Alors, rappelons que le coût des capitaux propres pour l'entreprise, c'est l'exigence de rendement par les actionnaires. C'est donc le rapport entre le résultat net espéré, exigé par les actionnaires rapportés aux capitaux propres qui leur appartiennent. Par un banal produit en croix, K fois CP est égal à E de Rn. Par conséquent, on peut, dans la formule qui est au-dessus, remplacer KCP par E de Rn. Et donc grand K est égal à E de Rn plus I facteur de 1 moins taux fois D. Alors, I 1 moins taux fois D, c'est le montant des frais financiers après impôt, qui ont réduit le résultat net. Par conséquent, si on part du résultat net ou de son espérance et qu'on réintègre finalement pour les neutraliser les frais financiers après impôt, on se retrouve avec un résultat opérationnel net, c'est-à-dire un résultat d'exploitation après impôt qu'on rapporte à la valeur d'entreprise. Ce résultat opérationnel net d'impôt étant ce que les anglo-saxons appellent le net operating profit after tax. Donc finalement, pour calculer le coût moyen pondéré du capital, soit j'utilise la formule classique qui est tout en haut, soit il me suffit de dire c'est le résultat opérationnel net, le REX après impôt, rapporté à la valeur d'entreprise. Passons maintenant à la valeur des actifs. Et commençons par la valeur d'une obligation. Alors, commençons par rappeler ce qu'on a tous en tête. Le prix d'un actif est égal à la somme des cash flows futurs actualisés que cet actif va procurer à son propriétaire. Alors on raisonne sur une obligation dont les caractéristiques sont les suivantes. Nominal de 1000 €, taux facial de 5% et remboursement in fine dans 3 ans. Dans ce cas, les intérêts annuels ou les coupons annuels seront de 5% de 1000, ce qui fait bien sûr 50 €. Alors on va appeler petit i le rendement des obligations présentant le même risque qui viennent d'être émises, qui sont sur le marché primaire. Eh bien, I, c'est le rendement exigé par l'investisseur qui achèterait l'obligation au prix grand P sur le marché secondaire. Ce que je veux dire, c'est que si les nouvelles obligations qui sont introduites en bourse sur ce qu'on appelle donc le marché primaire rapportent un taux petit i égal à 5%, il convient que sur le marché secondaire, eh bien, les obligations, entre guillemets, d'occasion, procurent à l'investisseur un rendement petit i aussi égal à 5%. Il n'y a pas de raison que les nouvelles obligations et les anciennes obligations procurent à une date donnée, pour un même risque, pris par l'investisseur, un taux différent. Alors, on fait l'hypothèse systématique selon laquelle les intérêts servis par l'obligation ou les coupons sont réinvestis au taux petit i. Alors, dans ce cas, le prix grand P de l'obligation va être calibré de telle sorte que la somme
des cash flows futurs générés par l'obligation pendant toute sa durée de vie et réinvesti le cas échéant au taux petit i soit égal au produit du placement de grand P au taux petit i sur la même période. Ce que je veux dire, c'est que ça doit revenir au même de dire j'investis grand P pendant 3 ans, capitalisé au taux petit i pendant 3 ans, et donc au bout de 3 ans, je récupérerai P fois 1 plus I au cube, et d'investir dans cette obligation qui va rapporter chaque année des intérêts ou des coupons de 50 pendant 3 ans, et qui, en plus, la dernière année, va donner lieu au remboursement de 1000. Alors j'ai dit que ces coupons étaient réinvestis. Alors le premier coupon, celui qui est perçu dans un an, il peut être placé pendant 2 ans, puisque la durée de vie de l'obligation est de 3 ans. Voilà. Donc les 50 premiers euros perçus dans un an sont capitalisés pendant 2 ans en étant multipliés par 1 plus i au carré. Et le deuxième coupon, 50, perçu au bout de 2 ans, ne peut être placé que pendant 1 an, puisque la durée de vie de l'obligation est de 3 ans. Quant au dernier coupon de 50, qui s'ajoute au remboursement de l'obligation de 1000, ce qui fait un cash flow total de 1050, comme ce cash flow est perçu au bout de 3 ans, qui est la date d'échéance, on n'a pas le temps de placer ce montant. On a donc l'égalité P fois 1 plus I au cube égale 50 fois 1 plus I au carré, plus 50 fois 1 plus I puissance 1, plus 1050 qui n'est pas placé. On peut diviser à gauche et à droite du signe égal par 1 plus I au cube, et donc on se retrouve avec P égale A. Donc j'ai 50 sur 1 plus i au carré divisé par 1 plus i au cube, ça fait 50 sur 1 plus i, plus 50 fois 1 plus i puissance 1 sur 1 plus i au cube, ça fait 50 sur 1 plus i au carré, et enfin les 1050 qui sont ici sont divisés par 1 plus i au cube, et on retrouve bien ainsi le fait que le prix de l'obligation est égal à la somme des cash flows futurs que l'obligataire s'attend à percevoir au cours du temps. Maintenant, on va généraliser tout ça à un actif dont le prix recherché est grand P, cet actif étant supposé générer des cash flows futurs CF1, CF2, CFN au cours des N prochaines années. Alors on appelle, comme pour l'obligation, petit i, le taux de rendement pour des actifs de même risque. C'est donc le taux de rendement exigé par l'investisseur et le taux auquel les cash flows sont supposés réinvestis. Alors, comme on l'a dit précédemment, et on le répète en adaptant ce que j'ai dit à l'hypothèse d'un actif dont la durée de vie est de n années, le prix grand P de cet actif, il est calibré de telle sorte que la somme des cash flows générés par cet actif et réinvesti au taux petit i soit égal au produit du placement de grand P au taux petit i sur la même période de n années. En d'autres termes, ça doit revenir au même de dire je place grand P au taux petit i pendant n années, je capitalise P au taux petit i pendant n années et je reçois les cash flows futurs, CF1, CF2, CFN, que je replace systématiquement. Alors, je rappelle que la durée de vie de cet actif est de n années. Par conséquent, le premier cash flow, celui que je perçois dans un an, j'ai le temps de le placer que pendant n-1 année. Celui que je vais percevoir dans 2 ans, je vais le placer pendant n-2 années. Et celui que je percevrai la dernière année, eh bien, je n'aurai pas le temps de le placer. Je le placerai pendant 0 année, c'est-à-dire n-n années. Alors, on peut diviser tous les termes de l'égalité ci-dessus par 1 plus i puissance n afin d'isoler grand P. Donc j'ai grand P égal, donc j'ai CF1 1 plus i puissance n moins 1 divisé par 1 plus i puissance n, ça me fait 1 plus i puissance moins 1, plus CF2 1 plus i puissance moins 2 sur 1 plus i puissance n, ça fait CF2 fois 1 plus i puissance moins 2, et le dernier terme, CFN 1 plus i puissance n moins n divisé par 1 plus i puissance n, eh bien ça nous donne CFN fois 1 plus i puissance moins n. On retrouve bien que grand P est égal à la somme pour t égale 1
jusqu'à n des CFT fois 1 plus i puissance moins t. J'ai d'abord ici puissance moins 1, puis puissance moins 2, etc. puissance moins n. Et en faisant passer le 1 plus i puissance moins t au dénominateur, ça nous donne la somme pour t égale 1 jusqu'à n des CFT sur 1 plus i puissance t. On retrouve bien le fait que le prix d'un actif, financier ou pas, quel qu'il soit, est égal à la somme des cash flows futurs actualisés que cet actif va procurer à son propriétaire.